BX1 +. Le face-à-face. Pour l'instant, on va se poser la question de ce qui va se passer dans un certain nombre d'entreprises et dans les cabinets des médecins généralistes avec les nouvelles règles décidées en matière de contrôle des certificats médicaux. On va en débattre dans un instant avec François Perle qui travaille pour les mutualités solidaristes, un représentant des médecins généralistes qui est Michel Devolder, président de la Fédération des associations de médecins généralistes en région bruxelloise. Et puis on devrait avoir Christophe Rambercy du syndicat neutre pour indépendants. Je dis on devrait parce que pour l'instant on a un petit souci de connexion. On va prendre le temps d'abord de poser le débat. Qu'est-ce qu'il y a de neuf en matière de congés et de congés maladie avec la déclaration du Premier ministre hier, Vanessa Lullier? Oui, donc le gouvernement fédéral a décidé que le salarié ne sera plus tenu de fournir un certificat médical s'il est absent simplement une journée. Donc par exemple une grosse migraine, vous ne devrez plus le signaler à votre médecin. Il pourra utiliser simplement cette possibilité 3 fois dans l'année. Alors il faut savoir aussi que les petites et les moyennes entreprises, donc de moins de 50 personnes, seront exemptées de cette mesure car l'UCM et l'UNISO craignent en fait que ne se multiplient les absences du lundi ou du vendredi, en d'autres termes les longs week-ends. Alors cette décision, elle devrait cependant décharger en fait les cabinets médicaux des procédures plus administratives que médicales. On va commencer avec François Perle, qui est le directeur du pôle acteurs social et citoyens solidaristes. François Perle, ça vous semble aller dans le bon sens, l'idée qu'on facilite, mais pas dans de grande ampleur non plus, qu'on facilite un petit peu la vie du salarié en disant si je ne me sens pas bien un jour, je ne vais pas travailler, je préviens mon employeur, j'ai pas besoin de passer par la case médecin. C'était une modification bienvenue? Oui, tout à fait. Ça fait ça fait même très longtemps qu'on le demande. Ça fait très longtemps que les gens qui connaissent un peu le secteur de la capacité de travail, notamment les médecins du travail, il y a eu beaucoup d'interventions dans le débat de médecins du travail, disent que pour 1 voire 2 jours d'incapacité de travail, le certificat médical constitue plus d'inconvénients que d'avantages, présente plus d'inconvénients que d'avantages. Il y a toute une procédure administrative assez lourde à mettre en œuvre. Il y a une consultation de médecine générale. C'est pas à chaque fois anodin. C'est compte tenu notamment des ressources en médecine générale qui sont pas extensibles. C'est peut-être des consultations qui étaient parfaitement évitables. Ça coûte à l'assurance maladie. On a chiffré ça à 60-70 millions d'euros par an qui pourraient être économisés si on faisait l'effort sur les certificats d'un jour. Donc voilà, je pense que ça va vraiment dans le bon sens. Maintenant, la montagne n'a pas accouché d'une souris, puisqu'effectivement, le dispositif tel qu'il a été imaginé contient quand même beaucoup de garde-fous. Oui, 3 jours seulement par an, c'est quand même pas beaucoup. Il y a quand même des gens qui, si on a des migraines récurrentes, par exemple, ou si on a une petite fragilité quelque part, c'est plus que 3 jours par an souvent qu'on est absent. Première question. Christophe Rambercy n'est pas là pour le SNI, mais est-ce que vous comprenez qu'on ait exclu les petites et moyennes entreprises, donc les entreprises de moins de 50 salariés du scope? Est-ce que ça, c'est pas un petit peu discriminatoire entre ceux qui travaillent dans un grand organisme et ceux qui travaillent dans une plus petite entreprise? Ils n'auront pas les mêmes droits au final, tous ces travailleurs. Donc ça offre déjà une belle voie d'attaque devant la Cour constitutionnelle des dispositions. Donc c'est déjà une faiblesse du dispositif. C'est que si quelqu'un veut le faire annuler devant la Cour constitutionnelle, il ne devrait pas avoir trop de difficultés parce que il y a absolument rien qui justifie sur un plan purement objectif de traiter différemment les grandes et les petites entreprises. Fondamentalement, il n'y a pas de différence entre une entreprise de 49 employés et une autre de 51. Et alors il va y avoir une différence. Ensuite, effectivement, vous posez bien, c'est une question de droit, c'est-à-dire que une série de travailleurs, des grandes entreprises ou des moyennes entreprises auront des droits qu'une fois de plus, les travailleurs des petites entreprises ne pourront pas avoir. Ouais, je me fais l'avocat du diable en l'absence de Christophe Rambercy. Qu'est-ce que vous répondez, François Perle, aux dirigeants de petites entreprises qui disent oui, mais ok, mais nous, quand on a quelqu'un à remplacer, c'est compliqué, c'est une perte d'efficacité, de productivité, parfois une perte de chiffre d'affaires, donc c'est normal qu'on continue à avoir cette case médecin parce qu'on ne veut pas non plus se faire doubler par des gens qui trichent un petit peu. Mais, donc, effectivement, la question est de savoir soit cette personne est malade, soit elle n'est pas malade. Si elle est malade, qu'elle ait un certificat ou non, le résultat est le même, elle sera absente. Après, je peux comprendre qu'on parle parfois d'abus.
là où je comprends les dirigeants de petites entreprises, c'est qu'en termes de gestion de personnel, c'est moins évident, la médecine du travail n'est pas présente, etc. Donc, il y a peut-être là une petite charge administrative pour eux, que là, je peux tout à fait comprendre. Mais posons le débat autrement. Les gens sont malades, ils sont absents. Les gens ne sont pas malades, ils ne sont pas absents. Qu'ils aient un certificat médical ou pas, ne change rien à l'affaire, sauf que si on doit, chaque fois, pour des petites absences, demander des certificats médicaux, ça a toute une série de conséquences en chaîne, notamment pour la surcharge de travail des médecins généralistes qui remplissent des certificats pour pas grand-chose dans ce genre de situation. Ouais. Alors, Michel de Volder, vous donnez la parole. Vous êtes le président de la Fédération des associations de médecins généralistes en région bruxelloise. Est-ce que vraiment c'est une charge de travail importante pour vous, cette histoire de certificat jusqu'à présent? Est-ce qu'on peut essayer de quantifier dans votre expérience? Non, donc effectivement, les certificats médicaux tels qu'on les présente là, non, ce n'est pas une grosse charge de travail. Ça fait partie effectivement d'une charge de travail administrative. Les soulager tels que la proposition maintenant est mise sur la table, c'est une goutte d'eau dans l'océan des charges administratives que nous avons. Il y en a encore bien plus autour des certificats de sport, des certificats scolaires, des certificats de 36 000 situations. Encore une fois, on a demandé, bien sûr, de pouvoir restreindre ce travail administratif. Si déjà, simplement, on pouvait avoir un certificat d'incapacité de travail unique et uniforme pour toutes sortes d'entreprises différentes, toutes sortes de situations différentes, ça simplifierait déjà les choses. Elles sont dans nos logiciels. Mais non, il faut venir avec mon certificat, chez moi c'est celui-là, chez moi c'est celui-là, etc. Et il y a plein d'autres choses. Des dossiers pour les handicaps, pour les remboursements, des dossiers pour les chapitres 4 des remboursements des médicaments. C'est bien plus large que cela. C'est une goutte d'eau, les certificats médicaux. Donc, si je vous comprends, ça ne va pas changer fondamentalement la vie des médecins. Est-ce qu'il n'y a pas un petit danger quand même, malgré tout, si on ne passe pas par son médecin, que finalement on perde la qualité du suivi médical? C'est-à-dire que si aujourd'hui je suis obligé vraiment d'aller chez mon médecin parce que je ne suis pas en état de travailler, ça va peut-être permettre de dépister un vrai problème. C'est pas dommage de se passer de cette étape-là? Alors donc, je ne pense pas pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui effectivement consultent parce qu'ils simplement ils sont malades. Ils sont effectivement malades et consultent. Par la même occasion, on rentre un certificat médical si c'est nécessaire. Mais pour les autres, et la crise Covid nous a permis de mettre cela en route, il y a toute une série de téléconsultations qui vont se faire. Et donc ça nous permet quand même d'avoir un suivi, de voir un contact avec le patient et éventuellement... voilà, s'il y a quelque chose un peu plus touchy, de le suivre. Ouais, ça n'aurait pas été une piste, ça, se dire qu'on pouvait émettre un certificat sur base d'une téléconsultation, d'un coup de fil à son médecin? Ah, ce n'est pas exclu. C'est pas exclu. Donc ça pourra se faire pour les congés maladie d'un peu plus longue durée, parce que là, on reste dans des congés d'un jour. Bien sûr, ça n'est pas exclu. Une téléconsultation est une consultation mais qui est organisée par un écran, un micro, mais qui reste une consultation, bien sûr. Alors, on fait bien une ordonnance, on peut faire un certificat. Christophe Ambercy nous a rejoint donc pour le syndicat neutre des indépendants. Christophe Ambercy, pourquoi est-ce que les petites et moyennes entreprises, elles ne peuvent pas appliquer les mêmes règles que les autres? Est-ce qu'on est plus suspicieux du côté des patrons des petites et moyennes entreprises ou est-ce que les salariés des petites et moyennes entreprises tricheraient plus que les autres? Non, tout simplement parce qu'en termes d'organisation, l'impact est totalement différent. Vous avez une personne malade sur 10, ça représente 10% de votre effectif. Vous avez une personne malade sur 100 ou sur 1000, vous voyez immédiatement l'impact et la capacité de réactiver ou de réagir. Donc la taille est évidemment un élément important, mais ceci indépendamment de la taille. Et heureusement que nous avons eu le socle de 50 personnes pour cette initiative. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi. Quand on est malade, il y a un problème d'avoir un certificat médical. Ça permet à l'employeur d'objectiver la situation. Sinon, on se retrouve face à des situations très difficilement gérables par rapport à un travailleur ou à un autre travailleur. Donc nous ne comprenons toujours pas la mesure et le bien fondé. Si on veut nous faire partir sur la piste de l'absentéisme, je suis entièrement d'accord de réfléchir comment comment combattre l'absentéisme, mais faut-il pour autant supprimer le certificat médical? Est-ce que le certificat médical est l'élément qui est l'angle important dans l'absentéisme? J'en doute. Donc oui, problème d'organisation, et puis surtout, je ne comprends pas le bien fondé de ce raisonnement de se dire le certificat médical est la pierre angulaire de l'absentéisme. Ouais, François Perle, qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va empêcher les gens de se mettre en congé, le fait de devoir passer par le médecin?
Bien entendu que non, c'est-à-dire que c'est de nouveau une entrave pour la personne, pour le médecin. Les gens qui sont malades, ils vont chez le médecin, ils obtiennent un certificat médical. Donc voilà, moi je constate que la simplification administrative, ça fonctionne peut-être pour les PME, mais pas pour les mutuelles et pour les médecins. Donc ici, évidemment, on parle d'une mesure de simplification qui existe dans une série de pays. Il faut savoir par exemple qu'en Norvège ou en Hollande, ça fonctionne, leur économie ne s'est pas effondrée, leur absentéisme n'a pas augmenté dans des proportions catastrophiques. Il y a certaines entreprises qui appliquent déjà ça dans leur propre règlement de travail, donc c'est pas une obligation légale. Un employeur a parfaitement le droit de décider de lui-même que ses employés peuvent s'absenter un jour pour maladie sans certificat. C'est des entreprises qui fonctionnent très bien et qui n'ont pas connu de problème d'absentéisme. Donc voilà, moi je pense qu'on fait vraiment, et je trouve ça assez comique, on parle beaucoup de surveillance, de société de surveillance, etc., d'affranchissement par rapport aux règles administratives et compagnie. Et puis là, on propose vraiment quelque chose de tout à fait anodin et ça fait une levée de bouclier tout à fait incompréhensible et pour effectivement finalement atterrir sur une disposition qui est absolument anodine et qui mériterait presque pas un débat. Désolé de vous le dire, quoi. Ouais, Michel de Volder, c'est anodin, vous êtes d'accord avec François Perle? Oui, je pense qu'effectivement, c'est anodin. Pour rebondir un tout petit peu sur ce qu'il disait, nous avons beaucoup plus souvent, effectivement, des gens qui viennent pour maladie et, bon, voilà, diagnostic, traitement, etc. Il vous faut un certificat? Non, non, j'en ai pas besoin pour un jour ou deux. Ça nous arrive plus souvent que l'inverse. Alors, on va quand même se poser la question de savoir si il faut travailler à décharger les médecins d'un certain nombre d'actes. Peut-être parce qu'on n'a pas assez de médecins. On va essayer de répondre à cette question-là, Vanessa Lullier. Alors, au 31 décembre 2019, eh bien, la Belgique comptait 16 722 médecins généralistes agréés et 2029 médecins généralistes en formation, soit 18 751 au total, on est précis. Si on ajoute les spécialistes, cela veut dire qu'on compte à peu près 55 000 médecins pour 11 millions d'habitants, ce qui équivaut donc à un médecin pour 210 Belges. Alors évidemment, il y a des différences entre les régions. En Flandre, on compte un médecin pour 223 habitants, en Wallonie, 1 pour 205 et à Bruxelles, 1 pour 170. Mais si on prend uniquement les généralistes, alors à Bruxelles, nous sommes à 1 pour 622. On n'est pas dans un système de pénurie puisqu'on considère en général que c'est à partir de 1100 personnes. Alors la statistique montre aussi qu'il y a évidemment des grandes différences entre les quartiers car certains ont plus de médecins généralistes que d'autres. Les quartiers où ils sont moins nombreux sont principalement ceux de la première couronne auxquels il faut ajouter Anderlecht et quelques quartiers uclois un peu plus excentrés. Mais il ne faut pas oublier tout de même que 40% des Bruxellois n'ont pas de médecins généralistes. Alors, Michel de Volder, je voudrais vous entendre là-dessus. Vous avez dit, c'est pas fondamental de plus avoir à rédiger quelques certificats maladie. Est-ce que c'est ça le fond du problème? Est-ce que finalement, on n'a aujourd'hui pas le constat qu'on n'a pas assez de médecins, en tout cas en région bruxelloise ou en tout cas dans certains quartiers? Alors oui, effectivement, ça c'est un sujet très complexe parce qu'il y a effectivement donc une cartographie qui démontre que quelques quartiers sont moins denses en médecins généralistes. Pour autant, est-ce que c'est le nombre de médecins généralistes? Est-ce que c'est le nombre d'équivalents temps plein de médecins généralistes? Il faut quand même un tout petit peu nuancer parce que c'est très différent. Il y a énormément de médecins généralistes qui font beaucoup d'autres activités que simplement de la consultation de médecine générale, activités qui sont tout aussi nécessaires en termes de santé publique. Et donc, il faut pouvoir identifier cela. C'est trop réducteur de dire j'ai autant de médecins par quantité d'habitants. Il y a des situations, et particulièrement on les vit fort à Bruxelles, des situations qui sont bien différentes. Et donc, voilà, c'est vraiment un problème très complexe de dire comme ça, tout simplement, il n'y a pas assez de médecins ou il y en a assez. Je n'ai pas de réponse dans ce sens-là, comme ça. Ouais, Christophe Ambercy, je reviens vers vous. Est-ce que vraiment c'est la parole du médecin qui compte lorsqu'on est un chef d'entreprise? Est-ce qu'on ne peut pas faire confiance à son salarié? Est-ce qu'une déclaration sur l'honneur, ça ne suffirait pas pour dire effectivement, je ne suis pas en état de travailler aujourd'hui, mais ça ira mieux demain? Alors, il faut distinguer une situation particulière d'un employeur. J'entendais l'explication que certaines entreprises l'octroient déjà aujourd'hui.
c'est très bien. Ça, c'est une relation de l'employeur, de responsabilité vis-à-vis de ses travailleurs. Nous, ce que nous refusons, c'est que ce soit un système établi, organisé et légal. Tout cadre, toute législation a toujours un cadre. Et il est indispensable d'en avoir. Et le fait de ne pas avoir de certificat médical, d'abord, ça met l'employeur dans une situation d'appréciation très, très relative. Et puis, parallèlement à ça, ça veut dire quoi? Que c'est en fait le travailleur qui s'autodiagnostique et qui dit « moi, ce matin, je suis malade ». Je rappelle quand même que le lundi matin, 31% des certificats médicaux sont le lundi matin et que c'est un pic beaucoup plus important que les autres jours de la semaine. Et quand on regarde au fur et à mesure que la semaine avance, le nombre de certificats médicaux diminue fortement. Donc, et je ne dis pas que tous les travailleurs abusent de la situation, mais évitons quand même de proposer un cadre sans sanction ou sans cadre pour justement baliser les relations. Je ne vois pas où est le problème. Et si on parle de simplification administrative, alors là, je suis d'accord. Mais alors qu'on commence à parler de simplification administrative fiscale, sociale, économique, sectorielle, et j'en passe. Parce que là, vous allez nous emmener très très loin. Pas uniquement les médecins sont submergés de règles administratives à respecter. Ouais, là, vous allez nous emmener très loin. Christophe, merci. Michel Devolder, s'il y a plus de certificats le lundi, est-ce que ça veut dire qu'il y a des certificats de complaisance? Là vraiment, je n'ai pas objectivé. On en a encore parlé hier, on était nombreux autour de la table. C'est Sécurex qui est sorti cette semaine. Oui, voilà. Ça a été objectivé notamment par le fait qu'il y a plus d'accidents domestiques qui interviennent le week-end qu'en semaine, comme par hasard, plus d'accidents sportifs, plus d'accidents de loisirs. Donc tout ça a été bien objectivé, y compris dans l'étude Sécurex. Eh ben voilà, comme ça, donc, ça confirme qu'alors c'est le cas. Alors, je voudrais quand même avoir un dernier peut-être tour de table sur un autre aspect qui n'était pas encore connu lorsqu'on a lancé les invitations pour ce débat. Je voudrais notamment entendre François Perle sur une autre décision du gouvernement fédéral qui consiste à essayer de faciliter le retour au travail des personnes qui sont en maladie longue durée, y compris avec une sanction financière pour ceux qui ne jouent vraiment pas le jeu. C'est une bonne méthode, pas une bonne méthode? Et ça, c'est utile aussi ou pas? Alors, le retour au travail, 100 fois pour, 100 fois utile. Donc, on travaille déjà depuis plusieurs temps avec aussi bien à Bruxelles, Actiris, en Flandre, le VDAB, le Forum en Wallonie, pour remettre au travail des gens. Il y a 20 000 personnes qui, en quelques années, ont suivi des trajets de réintégration et ont pu rejoindre le marché de l'emploi d'une certaine manière grâce à ça. Les sanctions, ça sert à rien, c'est contre-productif. On est vraiment on revient dans une société, effectivement, de surveillance de sanctions où on ne fait pas confiance aux gens. On considère, c'est ici le cas, qu'ils ne peuvent pas décider d'eux-mêmes s'ils sont malades ou pas pour un jour, ou bien s'ils ont besoin d'une espèce de coup de bâton pour reprendre le travail. La plupart des personnes malades n'attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir retourner au travail. Et les principales barrières, là, elles se retrouvent au niveau des employeurs, où on a un taux de refus notamment assez important au sujet de tout ce qui est reprise partielle d'activité, mi-temps médical, etc., où là, c'est très, très difficile de faire accepter à certains employeurs que réemployer un travailleur qui a été malade est quelque chose de tout à fait sociétalement économiquement indispensable. Ouais, Christophe Rambercy, qu'est-ce que vous répondez à ça? Les employeurs ne jouent pas le jeu et ne facilitent pas les reprises au travail progressives ou aménagées? Ce sont justement les employeurs qui demandent de réactiver ces personnes malades parce que justement aujourd'hui on est dans un contexte de pénurie et chacun le sait, ça n'aura échappé à personne. Et donc ce que nous pensons, c'est qu'il faut réactiver, il faut remettre à jour la situation pour voir effectivement comment réemployer de la manière la plus efficace un certain nombre. Quand François Perle dit la sanction, ça ne marche pas. Mais je pense que comme dans tout, il faut aussi des sanctions. Il faut un cadre, mais ce n'est pas suffisant et ce n'est certainement pas unique. Mais il faut une vision globale de réactivation et forcément de sanctions si nécessaire. Voilà, on a compris qu'on ne me mettrait pas d'accord. Je vais donner le mot de la fin à Michel Devolder. Est-ce que malgré tout, ce rapport au travail, vous qui êtes médecin, qui voyez défiler des patients toute l'année, est-ce que c'est devenu plus compliqué qu'avant? Est-ce qu'on souffre plus du travail aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans? Oui, incontestablement. Il suffit de voir effectivement le nombre de burn-out. Le burn-out, c'est vraiment une pathologie qui est liée à la profession, à l'exercice de la profession. Ça a explosé. Et je rejoins tout à fait alors l'idée de M. Perle tout à l'heure, la reprise de l'activité dans ce cadre, en particulier justement du burn-out qui ont explosé ces 20 dernières années, doit se faire en accord avec un travail partiel, progressif, lent, mais ça doit se faire en accord avec un employeur. On a absolument besoin d'avoir un dialogue avec eux,
toutes les études et tous les succès de reprise dans ce cadre de pathologie-là sont bien démontrés parce que c'est progressif et on y va pas à pas avec une compréhension de l'employeur. Donc voilà, donc il faut bien se parler à la fois entre le salarié, le médecin et l'employeur, si je vous comprends bien. Merci beaucoup Michel De Volder, président des médecins généralistes à Bruxelles, Christophe Lambercy, secrétaire général du syndicat neutre des indépendants et François Perle, directeur du pôle acteurs social et citoyen de Solidaris. Merci pour ce petit débat très dans l'actualité, même si on avait lancé les invitations il y a déjà quelques jours.